Comment l'image de l'Ukraine en France a-t-elle changé durant les dernières décennies? D'où vient le peu de connaissances sur l'histoire et la langue ukrainienne par le public français? Qu'est-ce qui échappe à l'image médiatique française de la guerre russe contre l'Ukraine? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Alla Lazariva, journaliste, rédactrice en chef adjointe de Ukrainian Week. Alla habite en France depuis des décennies, tout en gardant des liens professionnels et personnels profonds avec l'Ukraine. Bonjour Alla, merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. On vous connaît comme journaliste, comme rédactrice en chef adjointe de médias qui s'appelle Ukrainian Week. C'est un média qui existe dans sa version en anglais, en français, mais tout aussi bien évidemment en ukrainien. Vous habitez en France, mais vous êtes ukrainienne. Vous êtes en France depuis déjà 2 décennies au moins, mais à la fois vous gardez des liens très très étroits avec l'Ukraine. On s'est vu récemment à Kiev, vos visites dans vos visites annuelles. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ukraine évidemment et de cette image de l'Ukraine en France. Dans votre perspective, dans votre expérience, vous avez déménagé en France depuis longtemps, et donc ma première question serait comment est-ce que lors de votre première venue en France, comment était l'image de l'Ukraine? Qu'est-ce que la France ne savait pas sur l'Ukraine? Alors, je suis venue en France en 1997. C'était donc il y a très longtemps, c'était l'ambassadeur Anatoly Zlenko, ancien ministre des Affaires étrangères ukrainien. Et effectivement, il a essayé de faire tout son possible pour expliquer que l'Ukraine, c'est pas la Russie. Donc, ça paraît banal, mais c'est demander les efforts considérables. Par exemple, il y avait les événements où l'Ukraine était invitée, culturels. Et donc, pour ces événements, on invitait également les collectifs avec Balalaïka et les chansons Ochi Chorneye. Donc, en fait, il y avait une confusion totale et les connaisseurs de l'Ukraine, c'était un tout petit cercle. Les gens qui connaissaient vraiment bien, il y avait Daniel Beauvois, c'était un historien, il y avait encore quelques personnalités éminentes, mais malheureusement, la majorité des Français, pour eux, l'Ukraine, c'était le grenier de blé, c'était un pays agricole avant tout, c'est le peuple frère de la Russie, et la question la plus courante qu'on m'a posée quand on m'a demandé est-ce que vous êtes d'où? Je dis de Kiev. Alors vous êtes russe? Je dis non, je suis ukrainienne. Alors vous parlez russe? Je dis non, je parle ukrainien. Et donc, quantité de fois, quand il fallait répondre aux questions en quoi sont différentes les langues, est-ce que c'est vraiment une autre culture, est-ce que la cuisine est différente, là vraiment on voyait que la Russie a fait tout pour faire une cooptation d'héritage ukrainienne en fait l'approprier, et dans son nombre pour une Français lambda on ne voyait pas quelque chose de distant. Comme on m'a dit, on n'a pas de mythe ukrainien. Il n'y a pas de quelque chose de symbolique. Et ça, c'est très, très, très fort changé d'abord avec la Révolution orange. Donc là, d'un coup, on a commencé à distinguer l'Ukraine et la Russie déjà. Ça s'est renforcé davantage avec la Révolution des dignités et bien entendu maintenant avec la guerre totale. C'est devenu
tout à fait différent, c'est-à-dire que les gens, tout simple, quand on explique qu'on vient de l'Ukraine, ils disent tout de suite, ah, est-ce que la guerre est finie, pas finie, comment ça se passe. Donc, malheureusement, cette notoriété, l'Ukraine l'a obtenue grâce à un événement tragique qui est la guerre. Voilà, donc immense tragédie que représente la guerre de la Russie contre l'Ukraine, qui avait commencé évidemment en 2014, mais qui continue à grande échelle depuis 2022. Et donc voilà, donc vous décrivez ces années 90-2000 qui étaient des années où un Français moyen connaissait pas grand-chose sur l'Ukraine. Et donc, mais aujourd'hui, on peut tout aussi bien dire que l'image de l'Ukraine, et même après 2022, c'est aussi une image quelque peu partielle. On parle évidemment aujourd'hui de l'Ukraine comme un peuple héroïque qui a su faire toute cette résistance contre l'envahisseur. Mais à la fois, il y a on sent qu'il y a beaucoup de questions aussi qui persistent parce que on parle un peu plus évidemment des auteurs ukrainiens, de cinéma ukrainien, mais ça reste, si on compare, en comparaison avec cette image russe, elle reste quand même très présente dans les esprits français, n'est-ce pas? Tout à fait. Il y a une grande pas en avant qui a été faite, mais il n'est pas suffisant. Donc, pour vraiment changer le regard, disons, profond. La vision de notre histoire, c'est encore la grande confusion. Par exemple, j'avais participé à une émission en direct de la télé française et le journaliste de France Info, qui était présentateur, quand je lui ai dit pendant la première indépendance de l'Ukraine, il m'a regardé avec les yeux très étonnés en disant « Mais vous parlez de quoi, madame ?» Je dis « Je parle des années 1917-21, notre première indépendance. » Et franchement, il a réagi comme je raconte un peu n'importe quoi parce que il manque tout simplement d'informations à ce sujet. Et ça, c'est mon collègue, c'est un journaliste qui est allé sur place en Ukraine. Mais malgré ça, la connaissance de notre histoire, il est très, très insuffisant. Et c'est un grand problème parce qu'il y a justement, comme j'ai dit tout à l'heure, une captation d'héritage et ce qui est la russe dite kievien, en fait, la Rothénie, on utilise plutôt ce terme-là sur la page française de Techting parce que ça permet de distinguer de la Russie kievienne, Russie, donc la République fédérale qui nous a agressés, pour que ça ne se mélange pas. On préfère d'utiliser le terme grec, la Rothénie, comme d'ailleurs beaucoup de chercheurs français aussi. Et donc là, c'est très peu connu en fait. C'est tout mélangé, ça demande beaucoup de travail des historiens ukrainiens, des culturologues, des journalistes, des diplomates aussi, pour que l'image sera cohérente à la réalité. Oui, parce que rien n'est simple dans l'histoire ukrainienne, mais voilà, je confirme ce que vous dites là tout à fait récemment, durant la dernière journée de l'indépendance de l'Ukraine, le 24 août. Donc encore une question tout à fait typique d'ailleurs, et ça n'a pas changé. Une question typique d'un journaliste. Mais voici, l'Ukraine, c'est un pays très jeune, c'est un pays qui a 30 ans, 34 ans, voilà. Et comment est-ce qu'on vit dans un pays aussi jeune? Donc à la fois c'est vrai, mais à la fois c'est fondamentalement faux parce que vous évoquiez déjà cette première indépendance de l'Ukraine, 1917-1921. Donc c'est aussi une jeune république avec qui était écrasée, n'est-ce pas, par le régime communiste russe. Et donc on ignore plusieurs épisodes après tous les États qui étaient présents dans le territoire ukrainien qui étaient différents durant le Moyen Âge, après plus tard. Donc l'État cosaque aussi. Évidemment, ce n'est pas une histoire linéaire. Donc il y a cette complexité là qui facilite pas les choses évidemment pour le travail de journaliste. Mais à la fois, il faut pas oublier que
que l'Ukraine c'est un pays avec une histoire tout à fait intéressante, même s'il n'est pas facile, n'est-ce pas? Donc voilà, un travail d'historien, ça pourrait aider. Quel autre sujet, par exemple, quand on parle de la Crimée aussi, il y a beaucoup d'erreurs par rapport à la Crimée quand on analyse son regard français sur l'Ukraine. C'est souvent et très souvent, justement en 2014, c'était le sujet qui fâchait beaucoup. Parce que à chaque fois quand il était dit que la Crimée était toujours russe, il fallait bien rappeler que c'est pas du tout le cas, qu'il était envahi par Russes aussi, de l'impératrice en négociation avec le khan des Tatars, et que la Crimée était sous domination de Moscou pendant 150 ans à peu près. Et il faisait partie intégrale de l'Ukraine pendant 60 ans avant l'annexion. Donc, en fait, c'est pas si loin l'un de l'autre à l'échelle de l'histoire. Et alors, surtout, c'est la terre qui était la patrie des Tatars des Crimée essentiellement, mais aussi des tas de petits peuples, justement, des Grecs de Crimée, des Caraïbes, plus les Arméniens, il y a une histoire millénaire de la Crimée qui n'est pas du tout l'histoire russe. Donc, c'est une question qui est aussi réécrite de façon très grossière. Et là, par contre, quand on ressort tous ces documents grecs, antiques et autres, après avoir discuté si ces légendes ont raisonné, il s'étonne beaucoup, mais après, il accepte que oui, effectivement, on ne savait pas que c'est comme ça. Mais cette question, c'était toujours très épineuse parce que la Russie fait toute sa communication là-dessus, en fait. Et toute son, disons, discours pour lequel il vend en quelque sorte sa version des choses. Et la Crimée, ils disent que la majorité des populations aujourd'hui sont russes. Oui, mais pourquoi? Depuis combien de temps? Et en résultat de quoi? Donc, si on parle de génocide, génocide, je ne sais pas exactement est-ce que ce terme est vraiment approprié, mais l'expulsion des Tatars des Crimée en 1944, oui, on peut dire que c'est un tout petit peuple qui était quand même, qui a perdu beaucoup de gens. Oui, la moitié d'après les statistiques que j'ai. Oui, donc on peut peut-être employer le terme la déportation génocidaire, mais quand on déporte un peuple et à la place, on invite à venir les autres en priorité d'origine russe, oui, deux générations plus tard, la majorité sera d'origine russe, mais ce n'est pas comme ça qu'on peut prouver que c'était toujours comme ça. Ce n'est pas du tout toujours comme ça. Donc là, ça demande, si vous voulez, beaucoup de patience. C'est quelquefois, on se retrouve, on se dit on tourne en rond en fait, qu'on répète tout le temps la même chose, on se sent un peu le prof d'école. Mais de toute façon, c'est nécessaire. C'est quelque chose que je pense que notre génération sera amenée à répéter plusieurs fois. Oui, sans doute aussi la génération suivante, puisque quand on regarde le corpus en fait de textes à traduire, à expliquer, parce que pour que ça devienne une connaissance commune, il faudrait que ça existe dans les manuels d'histoire, et même dans les manuels d'histoire édités en français et destinés aux écoliers français, donc que ça n'existe pas uniquement dans les colloques très spécialisés, que ça devienne une certaine réalité. On parle beaucoup, je vous donne un exemple, par exemple si notre grande classique Lesia Ukrainka était traduite en français, on aurait pu saisir déjà cette image de la Crimée au 19e siècle, au moment où elle avait visité la Crimée, elle a écrit des poèmes, elle a inventé des choses, elle a même réécrit, Euripide commençait à réécrire sa pièce, son drame.
selon Euripide, en fait, sur Iphigénie, un tauride, on va dire, comme ça. Donc, ceci n'est pas traduit. Donc, mais si ces textes ukrainiens, de langue ukrainienne, existaient en français, ça serait déjà plus facile à illustrer, à démontrer, pas d'une manière théorique et spéculative, mais aussi en s'appuyant sur des choses qui sont pas connues. Bon, c'est une autre question. C'est pour ça, pour dire en fait que il y aura beaucoup de choses à faire pour notre génération, mais tout aussi bien pour la génération à venir. Un autre sujet Exactement. qui est souvent très très perplexe et qui suscite beaucoup de malcompréhension en fait quand on parle avec des Français, c'est ce fameux mythe de la langue ukrainienne, parce que il nous arrive jusqu'aujourd'hui de rencontrer des questions, mais est-ce que l'ukrainien c'est tellement différent du russe? Est-ce que finalement ce n'est pas la même langue et l'ukrainien serait juste un dialecte des paysans? Pourquoi on nous pose toujours cette question, Allah? Donc, oui, c'est une question qui revient tout le temps, même maintenant, mais surtout il y a 30 ans, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois j'ai dû répondre à la question, est-ce que c'est la même langue? Est-ce que c'est vrai que les Ukrainiens ont leur langue à eux? Et donc, souvent, les gens qui étaient plus ou moins un tout petit peu informés disaient, oui, mais c'est une variété de langue russe, c'est juste un dialecte. Et en fait, bon, c'est tout le contraire, comme on le sait. L'ukrainien est beaucoup plus proche vers la langue qui était parlée en Ruthénie médiévale, donc le pays qui précédait l'Ukraine sur nos terres. Et même sans parler de l'ancienneté, effectivement, ça nécessite à revenir à cette question assez souvent. Et ce que je fais, c'est je donne les exemples. En fait, je prends par exemple les mots polonais, disons, excusez-moi, przepraszam, en ukrainien перепрошую, en russe, извините. Donc, ou merci, le mot si facile. Donc, dziękuję en polonais, дякую en ukrainien et spasibo en russe. Donc, ça, bon, les choses simples, peut-être les exemples permettent d'illustrer que au moins c'est assez différent. Mais l'essentiel, c'est sans doute les études scolaires, c'est le travail avec le ministère de l'Éducation français, parce que beaucoup de malentendus, beaucoup de mauvaises compréhensions viennent des manuels qui étaient écrits il y a longtemps, et les manuels scolaires changent très 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 lentement, surtout pour les questions qui ne sont pas le plus important pour les Français. Et donc souvent, tous ces, disons, fausses informations viennent en fait des cours scolaires. Mon fils, par exemple, à l'école, c'est l'autre exemple, c'est au sujet de la Crimée, mais son prof d'histoire au lycée disait que la Crimée était toujours russe, et Bogdan s'est permis à corriger que la Crimée est autant russe que l'Algérie est française. Donc il y avait une discussion en classe, mais effectivement, quelquefois, même si chaque cas est unique, même si les comparaisons ne donnent pas toujours raison, mais quelquefois, c'est bien d'avoir quelques exemples en tête et expliquer que, en fait, l'histoire de la langue ukrainienne, elle est malheureusement entravée par plusieurs interdictions prononcées spécialement par la Russie des moments que la Russie se mise à posséder les terres ukrainiennes. Et là aussi, c'est une des preuves que l'Ukraine était bien un pays colonisé, et qu'actuellement, ce qui se passe, c'est la guerre de colonisation, libération, et de la côté de la Russie, c'est la tentative de reconquête impériale. Et c'est juste maintenant, cette année, pour la première fois, que l'Ukraine, la langue ukrainienne est proposée en deuxième langue étrangère, en fait. Donc, c'est vraiment le grand début. Je ne sais pas encore combien d'enfants se sont inscrits, mais les écoles françaises commencent à proposer l'ukrainien. Et c'est très agréable pour nous tous, parce qu'il y a aussi encourageant, parce qu'on peut penser que les Français croient en la victoire ukrainienne et qu'ils espèrent que l'Ukraine survivra à cette guerre, qu'elle
qu'il va se développer, qu'il y aura les liens entre la France et l'Ukraine, et donc on aura besoin de gens qui parlent deux langues, qui sont bilingues, qui maîtrisent les deux, et le français et l'ukrainien. Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup de volontaires à apprendre. Mais je me souviens que, par exemple, quand mon fils terminait son lycée, il voulait passer l'examen d'ukrainien pour avoir une option plus pour les langues rares. Et il n'y avait pas une possibilité de faire l'examen d'ukrainien parce que pour toute la France, à l'époque, c'était 2015, il n'y avait que 2 étudiants qui cherchaient à passer l'examen d'ukrainien. Donc, pour tout le pays. Maintenant, Irina Dmitrievna constate qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent pour les cours d'ukrainien et que beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec l'Ukraine. Ça, c'est aussi une nouveauté qu'il faut peut-être mentionner parce qu'avant, les gens qui s'intéressaient de l'Ukraine, qui connaissaient l'Ukraine, souvent, ils avaient le rapport par leur famille, par leur passé professionnel. Il y avait toujours une raison. Tandis que là, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés juste parce qu'ils ont voulu comprendre. Donc, c'est encourageant aussi. Oui, donc voilà, ce statut de la langue ukrainienne est aussi une grande question. Également, ce qu'on remarque aussi, les gens qui ont commencé à s'intéresser à l'Ukraine assez récemment, c'est-à-dire souvent le point de départ, c'est la révolution du Maïdan, donc 2013-2014, parce que c'est révolution, parce que c'était il y a 10 ans et parce que ça a amené des changements très radicaux dans le pays, donc la victoire, n'est-ce pas, de cette soulèvement populaire après les événements tragiques. Mais on nous parle souvent de Maïdan, mais on oublie donc plusieurs gens qui s'intéressent à l'Ukraine, ils ignorent. Vous avez mentionné la révolution orange, mais il y a beaucoup de ceux qui se souviennent très vaguement en fait de la révolution orange, sans rien dire en fait de la troisième révolution que vous connaissez très bien parce que vous étiez participante de cette première révolution démocratique, on va dire, en Ukraine, à Kiev, révolution qu'on appelle ici en Ukraine sur le granit, c'est ça? Tout à fait, tout voilà. à fait. Oui, et on oublie ça, donc c'est les années 90, au tout début en fait, et on ignore qu'en fait que cette soif de la liberté, elle était déjà présente en Ukraine au début des années 90. Tout à fait, tout à fait. Et c'est sûr que cette continuité, c'est très important à mentionner. En fait, on peut même aller plus loin. Vous avez mentionné tout à l'heure le pays donc proto-démocratique de l'État des Kazakhs. Oui, c'était une, disons, démocratie assez déficitaire, on peut dire, mais en même temps, c'était le pouvoir des gens qui étaient élus. Et il n'y en avait pas beaucoup d'exemples de période, disons, dans les années 1600, 1700, où les dirigeants de l'État étaient personnalités qu'on pouvait changer par une vote. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est, je pense, marqué les consciences, la littérature, les posts, les légendes, tout cette folklore, tout ce qu'on nourrit en fait, l'esprit, l'histoire, l'identité, tout ça, ça aussi son influence. J'aime bien donner l'exemple quand il me faut expliquer que l'Ukraine, il a une histoire ancienne, que le duc Volodymyr, il avait les drapeaux jaune et bleu, comme nous maintenant. Il avait les tridents sur l'argent qui était utilisé dans son état. Et aussi, l'argent s'appelait hryvnia, comme maintenant chez nous. Donc, ça s'est pas perdu. Certes, c'est pas linéaire, bien sûr. C'est beaucoup plus compliqué et plus tragique, mais en même temps, la continuité existe. Il ne faut pas l'oublier, et je pense que c'est aussi, oui, vous avez parlé surtout de manuel d'histoire, c'est là où il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, le sujet de Holodomor, il est dans plusieurs manuels que j'ai vus, par exemple, de mes enfants,
il est mentionné quelquefois comme le crime contre uniquement les paysans qui ne voulaient pas de collectivisation. Certes, il y avait aussi le volet des combats des classes, comme disaient les communistes, mais aussi il y avait un volet qui visait à exterminer la nation ukrainienne. Et là, il y avait peu de chercheurs qui défendaient cette façon de voir les choses. Maintenant, il y en a plus. Et donc, le résultat, c'est que la France a reconnu le Holodomor en tant que génocide. Mais ça aussi, ça s'est passé uniquement dans les dernières années, donc pendant la guerre totale. Encore une fois, malheureusement, cet projecteur de lumière vers l'Ukraine, donné par les événements tragiques, a permis à tant de Français de découvrir beaucoup de pages inconnues de l'histoire ukrainienne. Oui, tout à fait. Vous avez raison, mais pour être juste, disons aussi que les Ukrainiens nous-mêmes, nous avons donc le thème aussi tragique que de Holodomor. Voilà, donc c'est devenu un sujet de la connaissance commune dans les années 2000 et ceci n'est pas par hasard, mais grâce à des efforts tout à fait conscients de président Yushchenko. On se rappelle très bien ces efforts pour rendre ce sujet. Évidemment, le sujet était connu par certains historiens, mais je me rappelle même, peut-être vous vous rappelez aussi des blagues tout à fait obscène, je dirais même, de notre président actuel, Volodymyr Zelensky, à l'époque où il était encore comédien. Il faisait des blagues sur Yushchenko, il l'appelait Seigneur Holodomor, vous vous rappelez ça? Donc c'est-à-dire que c'est-à-dire que nous, donc la difficulté de la situation ukrainienne, c'est aussi que cette mémoire collective, elle fait son chemin aussi à l'intérieur de la nation ukrainienne, parce qu'il y avait plusieurs drames et cette amnésie en fait historique qui était imposée par la force, parce qu'il y avait le régime communiste, parce qu'il n'y en avait pas d'apprentissage de langue ukrainienne aussi pendant les années, les décennies soviétiques. C'était très restreint malgré quelques décennies plus positifs, comme par exemple les années 20, mais après, on se souvient, quand on parle, par exemple, aux Français, à des Français sur cette génération de ce qu'on appelle la Renaissance fusillée, c'est-à-dire cette renaissance littéraire, culturelle, théâtrale, musicale des années 1920-30, voilà, on connaît peut-être un peu l'expression, mais il y a le grand manque, en fait, de connaissances, parce que tous ces auteurs-là, comme Khvylevy, le leader de ces générations-là, ils sont pas connus parce qu'ils ne sont pas traduits. Donc, c'est-à-dire que nous, on découvre des choses et après, on doit faire découvrir tout ceci aussi en d'autres langues pour que ça soit pas une page blanche, en fait, l'histoire ukrainienne. N'est-ce pas? Donc, c'est une double difficulté. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Nous-mêmes, nous connaissons mal notre histoire, ça c'est sûr, et il y a un tas de malentendus qui viennent de ça. Et dans le comportement électoral et dans les regards sur l'économie et la politique, malheureusement, c'est que maintenant que l'Ukraine retrouve, je pense, la possibilité, en fait, de connaître ce qui s'est passé vraiment et dans les années, disons, dans l'histoire récente, le Holodomor et les répressions, mais aussi avant. Aussi tout ce que s'est passé pendant la colonisation, disons, tsariste. Vous voyez, ça aussi, c'est quelquefois difficile à expliquer parce que quand on dit que c'est la guerre coloniale que mène la Russie, qu'il veut récupérer la colonie qui a pris son indépendance, souvent les interlocuteurs français, ils disent mais pourquoi colonie? Pour eux, la colonie, c'est quelque chose qui est très loin. Par exemple, il y a la mer qui sépare donc la France et l'Algérie, admettons. Donc, argumenter que c'était effectivement un ensemble économique, culturel, linguistique et autres qui existait déjà, qui s'est formé, qui avait sa tradition, qui était dans le 18e, 19e, était détruit partiellement, petit à petit, par différentes façons. Quelquefois, c'était
pas la guerre directe, c'est la guerre, on dit aujourd'hui hybride. À l'époque, il n'y avait pas de ce mot-là, mais si on parle de l'interdiction de la langue ukrainienne plusieurs fois, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas la colonisation? On sait les mêmes procédés pour tous les empires qui cherchaient à coloniser les terres. En fait, homogénéiser la population par la langue. Donc, l'Ukraine ne fait pas l'exemple, ne fait pas l'exception, pardon. C'est aussi le pays qui a subi cette, disons, pression pour faire disparaître son identité, sa langue, sa culture, comme par exemple la culture catalane en France dans les années 20, si les enfants, les années 10 plutôt, parlaient catalan en cours dans les récréations, on pouvait les mettre autour du cou une chaussure en bois pour dire qu'il faut parler français, quoi. Oui. Donc, voilà. C'est les pratiques qui sont répétitives et qui se retrouvent dans les histoires de plusieurs pays. Mais l'Ukraine a subi le même traitement que les colonies, autres colonies des autres empires. C'est ça ce que je voulais dire. Oui, oui, oui. Et la Russie, évidemment, procède beaucoup par assimilation. Parce que voilà, tout ce qui appartient à l'Empire, c'est russe. Et après, voilà, tout le jeu consiste à faire disparaître tout ce qui n'est pas russe. C'est-à-dire après, voilà, qu'on soit ukrainien, qu'on soit moldave, qu'on soit biélorusse, qu'on soit géorgien, on se rappelle très bien dans l'époque soviétique. Voilà, on passe comme des Russes parce qu'après, voilà, l'idée est de faire disparaître en fait tout cela comme toutes les différences. Mais si on revient un peu quand même à notre actualité aujourd'hui, comme j'ai évoqué au début de notre conversation, on s'est vu assez récemment à Kiev où vous étiez avec votre visite annuelle. Et donc on sait tout aussi bien que vous êtes une invitée très fréquente dans plusieurs chaînes françaises, LCI, BFM TV et autres. Vous commentez un peu les événements et on peut imaginer qu'il y a quand même un écart entre ce que vous voyez quand vous venez en Ukraine et entre cette image un peu d'un pays en guerre qui parfois aussi il est faux parce que quand on est en France on imagine un pays en guerre, ce n'est quand même pas cette réalité quand on est en Ukraine. Donc est-ce que vous pouvez expliquer voilà cette différence qui est peut-être pas souvent demandée dans les plateaux télé? Où se trouve cette différence d'expérience quand on se rend réellement dans un pays en guerre et on voit que évidemment que la guerre est là parce que les alertes sont là et les bombardements sont tout à fait présents, mais à la fois il y a quelque chose d'autre qui échappe à cette couverture médiatique. Mais en fait, je pense qu'il y a la télé qui formate le regard des tas de gens parce que qu'est-ce qu'elle montre, c'est les images qui choquent. Donc les maisons détruites, les tombes, les funérailles. Ça, c'est, comme vous avez dit, évidemment, il y a la guerre et il y a les funérailles, les maisons détruites, le malheur, mais avec ceci, il y a une résistance. Et je pense que mes collègues français ne montrent pas assez cette source de résistance ukrainienne, cette savoir-vivre malgré la guerre, cette fierté, cette énergie que je constate chaque fois quand je viens en Ukraine. J'essaie de venir souvent, tant que je peux. Et cette... disons, oui, art de vivre à l'ukrainienne avec l'humour, avec beaucoup de, peut-être, autodérision, beaucoup de, aussi, démarches avenant une vis-à-vis de l'autre, et la solidarité. Tout ça, ça ne rentre pas dans les 3 minutes de sujet de télé. Et donc, ce que les gens retiennent, c'est toujours le malheur, le malheur, le malheur, le malheur, la tristesse, donc les morts, ce qui ont lieu aussi, mais voilà, il manque la complexité de vie, il manque disons, la compréhension, comment les gens résistent, pourquoi ils vivent, pourquoi ils se battent pour ce pays, pourquoi ils ne quittent pas le pays, pourquoi les femmes mettent au monde les enfants dans ce pays en guerre. Ils ne partent pas. Pourquoi les enfants, par exemple, vous avez 3 enfants, pourquoi ils vont en école en Ukraine et vous ne les avez pas envoyés, je ne sais pas, par exemple, en Bulgarie ou dans un autre pays avec les grands-parents. Donc tout ça,
c'est pas expliqué suffisamment. Comme c'est pas les sujets qui sont, disons, choc, clash, et qui demandent peut-être plus de temps aussi, plus de travail, il faut creuser davantage. Souvent, on va passer à l'antenne, et donc, voilà, c'est donc cette image réduite de tragédie totale, quoi, en fait. De désarroi, désespoir, et bon, certes, c'est très, très dur, tout ce qu'on vit en Ukraine, mais en même temps, la résistance est puissante aussi. Et elle est tout d'abord militaire, mais pas que militaire. Oui, donc il est aussi culturel, il est aussi existentiel en quelque sorte. Et bien oui, sûr. évidemment, quand voilà, les images de la télé, ils sont un peu réductrices parce qu'ils montrent des ruines, des souffrances, évidemment. Ça, c'est aussi vrai parce que ça existe, mais par le... C'est vrai, mais c'est pas que ça. Et quand tu regardes que la télé, tu te rends pas, on ne se rend pas au pays, alors on imagine qu'il y a toute cette chaîne de mauvaises, de tous ces événements tragiques, mais c'est tout. Après, donc, il y a il manque de reportages sur, voilà, comment les bibliothèques survivent, comment les salons de coiffure, malgré les vitres cassées, reçoivent les clients, comment on apprend à vivre avec ça et ne pas se laisser vaincre psychologiquement. Ça, c'est très difficile, c'est un grand défi. C'est pas évident, mais les gens le font. Oui. Et les gens vivent. Ils vont au travail tous les jours. Après les bombardements, certes, c'est difficile, mais les gens trouvent les ressources. Et on ne parle pas suffisamment de ça, je pense. Oui. Merci beaucoup, Alla, pour vos explications, pour vos analyses et évidemment pour toute cette couverture de l'actualité ukrainienne que vous faites en étant en France et qui aide évidemment à combler toutes les lacunes que nous avons évoquées lors de notre conversation. Merci beaucoup. Je vous en prie, ça fait plaisir de discuter avec vous. Et merci pour votre travail aussi. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Alla Lazariva, journaliste, rédactrice en chef adjointe de Ukrainian Week. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.